L'effet domino planétaire du variant Omicron se poursuit. Les États-Unis, l'Allemagne et d'autres pays annoncent de nouvelles restrictions face à un variant qui devrait s'imposer dans les prochains mois. C'est une poignée de main glaciale entre Américains et Russes en pleine escalade sur l'Ukraine. Il y aura de graves conséquences en cas d'agression, prévient le secrétaire d'État américain Antony Blinken. Retour sur ce face-à-face tendu dans ce journal. Et puis cet adieu en musique d'Angela Merkel aux forces armées, une page qui se tourne pour la chancelière allemande qui doit passer la main la semaine prochaine après 16 ans au pouvoir. Et puis vous découvrirez sa surprenante playlist pour cette cérémonie de départ. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. Partout dans le monde, face à l'incertitude du variant Omicron, les restrictions se multiplient. Mais cela va-t-il suffire? Si les premières tendances se confirment, ce nouveau variant risque bien de devenir majoritaire en Europe dans les prochains mois. C'est ce qu'a fait savoir ce jeudi l'agence de l'Union européenne chargée des maladies. Tour d'horizon, des mesures annoncées ces dernières heures avec Amine Babaïssa. Un test négatif de moins de 24 heures, en plus d'être vacciné, désormais requis pour entrer aux États-Unis. Avec l'arrivée du variant Omicron dans le pays, Joe Biden resserre le contrôle des voyageurs tout en se montrant rassurant. Je suis ici pour annoncer notre plan d'action pour combattre le Covid-19 cet hiver. Il ne prévoit pas de couvre-feu ou de confinement, mais une accélération de la vaccination et des tests. États-Unis, mais aussi Inde, Nigeria ou encore Islande, la vigilance est de mise aux 4 coins du globe. Car Omicron pourrait rapidement devenir majoritaire en lieu et place du variant Delta. Il va mettre un certain temps avant de s'installer en France et en Europe en général. Nous, on le situe au niveau du Conseil scientifique plutôt après, en début 2022. Beaucoup d'incertitudes demeurent sur ce nouveau variant, mais les autorités européennes de la santé estiment qu'il serait plus contagieux que les souches précédentes. En Afrique du Sud, où il a été identifié pour la première fois la semaine dernière, Omicron est déjà dominant. Le fait d'être contaminé antérieurement protégeait contre Delta. Et avec Omicron, ça ne semble plus être le cas. Nous pensons que les vaccins protégeront toujours contre une maladie grave. Partout alors, on cherche à intensifier les efforts pour limiter l'impact d'Omicron. La Corée du Sud impose de nouveau une quarantaine obligatoire à tous les voyageurs étrangers. L'Allemagne met en place de lourdes restrictions pour les non-vaccinés en leur imposant un quasi-confinement sans accès au commerce non essentiel. La vaccination obligatoire est aussi envisagée dans tout le pays. L'Organisation mondiale de la santé attend de nouvelles données, mais se veut pour l'heure optimiste. Aucun cas d'Omicron documenté en Europe n'a contracté de forme grave de la maladie. Un variant Omicron qui continue de gagner du terrain en France également. 8 cas ont été recensés à ce jour sur le territoire, dont un sur l'île de la Réunion. Mais ici, c'est la 5e vague qui inquiète les autorités sanitaires. Près de 48 500 nouveaux cas ont été recensés en 24 heures. Il y a désormais près de 2000 personnes en réanimation. Face à la dégradation de la situation, le Premier ministre Jean Castex a annoncé ce jeudi qu'un nouveau conseil de défense sanitaire se tiendrait lundi prochain. Et on passe maintenant à ce suspense politique en France. Qui d'Éric Ciotti ou de Valérie Pécresse va triompher du Congrès des Républicains et incarner la course à la présidentielle? Si le député à la ligne très à droite a créé la surprise en arrivant en tête, eh bien les 3 perdants appellent à voter pour la présidente de la région Île-de-France. Les adhérents votent vendredi et samedi. Valérie Lerouge. Voici l'affiche surprise pour le second tour de la désignation du candidat LR. Contre toute attente, Éric Ciotti arrive en tête dans un mouchoir de poche devant Valérie Pécresse, puis Michel Barnier, Xavier Bertrand termine 4e, Philippe Juvin loin derrière. À son arrivée au QG des Républicains, Éric Ciotti ne boude pas son plaisir, il voit dans ce score le résultat de sa fidélité au parti. Je ne vous ai jamais quitté. J'étais au Trocadéro aux côtés de François Fillon. J'ai toujours été aux côtés de Nicolas Sarkozy, de Laurent Wauquiez et aujourd'hui de Christian Jacob. L'arrivée en tête d'Éric Ciotti est aussi la victoire de l'aile la plus droitière des Républicains, martelée à coups de formules choc dans ses meetings. Tu touches à un uniforme, le soir même, tu dors en prison. Tu es étranger, la France t'accueille, tu commets un délit en France,
La réponse, c'est la prison et l'avion. Le député des Alpes-Maritimes affrontera donc la présidente de la région Île-de-France qui estime ce soir être la mieux placée des deux pour rassembler les militants LR. Je suis la seule à pouvoir battre Emmanuel Macron. Je sais ce que sont les combats difficiles. Je sais les remporter. Je suis une femme qui gagne et qui fait. Valérie Pécresse défend aussi une ligne ferme sur l'immigration et joue surtout la carte de la femme d'action. Mon principe, c'est dame de fer, FAIRE, comment on fait pour y arriver? Je ne recule pas face à la rue. Je n'ai pas la main qui tremble face aux ennemis de la République. Valérie Pécresse pourra compter sur le soutien des 3 candidats malheureux qui ont tous appelé à voter pour elle, et notamment celui qui faisait figure de favori. Pour ma part, je voterai pour Valérie Pécresse et je souhaite que le rassemblement se fasse pour Valérie Pécresse, derrière Valérie Pécresse. Le second tour commencera dès demain. On connaîtra le candidat LR à la présidentielle 2022 samedi. Dans le reste de l'actualité, cette mise en garde, il y aura de graves conséquences en cas d'agression contre l'Ukraine. Voilà l'avertissement américain vis-à-vis de Moscou. Le secrétaire d'État Antony Blinken a rencontré son homologue Sergueï Lavrov en marge d'une conférence sur la sécurité européenne à Stockholm. Alors que des milliers de soldats russes sont massés à la frontière, l'Américain a aussi appelé à la désescalade. Retour sur ce face-à-face avec Théa Bazdarevitch. Pour le moment, ils se serrent toujours la main. Antony Blinken et Sergueï Lavrov esquissent même un sourire timide. Mais rien dans la suite de leur échange n'est cordial. Très vite, le secrétaire d'État américain recadre son homologue russe vis-à-vis de l'Ukraine. Nous sommes profondément préoccupés par les plans de la Russie en vue d'une nouvelle agression contre l'Ukraine. Si la Russie décide de poursuivre la confrontation, alors il y aura de graves conséquences. Un avertissement sans équivoque alors que sur le terrain, Moscou multiplierait les provocations le long de sa frontière avec l'Ukraine. Selon Kiev, près de 100 000 soldats russes sont désormais déployés ici, avec chars d'assaut et artillerie lourde. Une activité suspecte dénoncée depuis des semaines par les Occidentaux qui redoutent une invasion imminente. Simple exercice militaire, rétorque le Kremlin. Une réponse aussi à la présence de l'OTAN à ses frontières. Les infrastructures de l'Alliance Atlantique se rapprochent de manière irresponsable des frontières russes. Le scénario cauchemardesque d'une confrontation militaire est de retour. Mais pour Washington, c'est à la Russie de prendre des mesures de désescalade. Moscou, de son côté, demande des garanties sécuritaires. Depuis l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014, l'est de l'Ukraine est le théâtre d'une guerre entre Kiev et les séparatistes pro-russes. Régulièrement, des épisodes de tension comme celui-ci éclatent. Le chef de la diplomatie américaine n'exclut pas la possibilité d'un contact direct entre Joe Biden et Vladimir Poutine dans les prochains jours. La chancelière allemande s'est fait plaisir pour sa cérémonie d'adieu, d'au revoir en musique aux forces armées. Angela Merkel s'apprête, on le sait, à quitter la scène la semaine prochaine après 16 ans au pouvoir en passant la main à Olaf Scholz. Et pour cet adieu, vous le voyez ici, elle a choisi un tube de l'ère communiste signé par une diva punk. Notre correspondante à Berlin, Anne Maillet, a suivi cette cérémonie pour France 24. Un instant très solennel qui se déroule selon un protocole très strict. Il s'agit du cérémonial militaire le plus prestigieux de l'armée allemande, une tradition héritée du 19e siècle à laquelle la chancelière sortante a apporté une note très personnelle, voire même un peu détonnante. Conformément à la tradition, Angela Merkel a eu le choix des titres interprétés par la fanfare de l'armée allemande et elle a choisi notamment ce titre de Nina Hagen, une chanteuse punk est-allemande, un tube qui a fait fureur en ex-Allemagne de l'Est dans les années 70 et donc un clin d'œil au passé de la chancelière et à sa jeunesse peut-être un peu plus rebelle qu'on ne pensait. En tout cas, avec cette cérémonie entourée des ministres qui l'ont accompagnée tout au long de ses 4 mandats, Angela Merkel tire donc sa révérence, ou du moins symboliquement. Elle continuera, vous l'avez rappelé, de gérer encore quelques jours les affaires courantes. Son successeur, Olaf Scholz, ainsi que le nouveau gouvernement composé des sociodémocrates, des écologistes et des libéraux entrera en fonction mercredi prochain, le 8 décembre.
On en vient maintenant à cette visite du pape François à Chypre. Depuis cette île divisée, il a lancé un appel à l'unité en pleine crise migratoire en Europe. Au premier jour donc d'une visite de 48 heures sur l'île, Chypre qui, on le sait, est confrontée à une arrivée massive de réfugiés depuis plusieurs mois. Ce vendredi, le pape a donc célébré aussi une messe au stade de Nicosie, une messe au stade de Nicosie avec près de 7000 fidèles. C'est donc la première étape de son voyage en Méditerranée orientale qui le conduira ensuite en Grèce. On s'arrête maintenant sur cette tournée d'Emmanuel Macron aux Émirats arabes unis, au Qatar et en Arabie saoudite. Le chef de l'État est attendu dans les prochaines heures à Dubaï. Il sera question des crises qui secouent la région, notamment le Liban, mais aussi de lutte contre le terrorisme, sans oublier bien sûr quelques gros contrats. On voit le programme avec notre envoyé spécial Wassim Alamar. C'est à partir de Dubaï que le président français commence sa tournée dans les 3 pays du Golfe, les Émirats, Qatar et l'Arabie saoudite. Le président français a 3 priorités lors de ce déplacement. 1, la lutte contre le terrorisme, notamment le terrorisme de Daesh, mais aussi contre le financement des mouvements radicaux, y compris en France. Lors de son déplacement en 2017, le président français a évoqué ce sujet avec les autorités de Qatar notamment. Le président français souhaite évoquer les crises régionales et souhaite que la France joue, et toujours selon l'Élysée, en puissance d'équilibre entre les pays du Golfe et l'Iran. Le président français a fait des entretiens téléphoniques avec le président iranien la veille de ce déplacement. Le président français souhaite évoquer la crise diplomatique entre certains pays du Golfe et le Liban. Également, il souhaite parler de la question libyenne, mais un aspect économique très important lors de ce déplacement, et notamment avec la signature des gros contrats entre la France et les Émirats. On parle notamment des contrats Rafale. L'information n'a pas été encore confirmée par l'Élysée, mais un grand responsable émirien a dit qu'il ne voulait pas dévoiler le cadeau avant l'arrivée du président français. Le président français commence sa visite d'ici, de l'exposition universelle 2020 à Dubaï, pour mettre en lumière le partenariat culturel entre la France et les Émirats et renforcer ce partenariat. Quelle réponse internationale face à la disparition de la joueuse de tennis chinoise Peng Shuai? Elle avait dénoncé, souvenez-vous, l'agression sexuelle de la part d'un haut responsable du Parti communiste. Cette pratique de la disparition d'opposants ou de personnes gênantes est courante dans la Chine de Xi Jinping. Cela porte même un nom, la résidence surveillée dans un lieu désigné. Explication Charles Pégrin, David Gilberg. Le cas de Peng Shuai a attiré l'attention sur une pratique qui existe sous différentes formes depuis de nombreuses années en Chine. Quiconque critique le gouvernement est susceptible de disparaître de la vie publique en étant parfois placé en détention. L'un des plus célèbres exemples est celui du milliardaire et fondateur du site Alibaba, Jack Ma, qui en 2020 n'était pas apparu en public pendant 3 mois après avoir critiqué le système financier chinois dans un discours. Ce que la loi chinoise désigne comme des résidences surveillées dans un lieu désigné permet d'enfermer quelqu'un dans une prison noire sans aucun procès pendant 6 mois. L'avocat Liang Xiaozun en expliquait le principe en 2018 à France 24. Ça peut être n'importe où. En fait, c'est comme si des personnes disparaissaient. On ne sait pas bien où sont ces endroits. Même les personnes qui en sortent ne parviennent pas à dire où elles étaient. À l'intérieur, ces gens sont placés dans une pièce dans laquelle des gardes les surveillent 24 heures sur 24 et où tout ce qu'ils font est enregistré. Leurs mouvements sont limités, ils sont frappés, torturés. Ils doivent répondre à des questions. On les torture physiquement et psychologiquement. On estime entre 45 000 et 55 000 le nombre de personnes ayant subi ce type de détention depuis que Xi Jinping est devenu président en 2013, dont environ 15 000 pour la seule année 2020. En 2021, ce genre d'enlèvement continue de se pratiquer avec plus ou moins de retentissement médiatique, alors que la disparition de la joueuse de tennis Peng Shuai faisait la une des journaux partout dans le monde. 3 militants chinois ont disparu à cette même période. Wang Jianbing, Sophia Wang et Fang Ran ont été placés en détention pour avoir défendu les droits des travailleurs ou ceux des femmes. Les 2 premiers ont depuis été inculpés pour incitation à la subversion contre le pouvoir de l'État. On est toujours sans nouvelles du dernier. Le message est clair, en Chine, défendre une cause qui n'est pas du goût du pouvoir est une ligne à ne pas franchir. Voilà, fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Le prochain journal, c'est dans 15 minutes. Restez sur France 24. À tout à l'heure.